Je suis Gilberte Hugouvieux. J'ai participé étroitement et de manière importante à l'élaboration et à la préparation du premier défilé de la Biennale de la danse en 1996, en référence au Brésil. Alors, mon premier souvenir, il y en a peut-être un ou deux quand même, c'est qu'effectivement au moment de sa préparation, j'ai le souvenir d'un moment qui avait été très compliqué mais en même temps assez drôle. C'est que la Maison de la Danse avec le 8e arrondissement avait préparé un élément du défilé, un défilé autour de ce quartier. Et donc lorsque la costumière a amené plus de 300 costumes pour les essayer, tout le monde et surtout les jeunes du milieu hip-hop trouvaient qu'ils collaient trop. Parce qu'ils étaient un peu plutôt style, pas grand pantalon, mais ils étaient vraiment trop collants. Donc ça avait été la panique générale parce qu'il y avait au moins 10 ou 15 couturières, il a fallu tout reprendre. Et ça, c'est un événement dont je me souviens tout le temps aussi. Et puis l'autre dont je me souviens, c'est toujours dans la préparation, parce qu'après je parlerai plus de ce qui s'est passé au moment du défilé, c'était à Bron. La ville de Bron était très partante pour organiser ce défilé et personne ne savait comment s'y prendre. Et donc, ils avaient organisé une réunion avec des travailleurs sociaux, les directeurs d'équipements de quartier, la bibliothèque, enfin tous les gens qui agissaient auprès de la population de manière professionnelle. Et donc, quand ils sont venus, ils étaient 40 dans la salle. Et quand on a présenté le projet avec Guy Darmet, je crois qu'il était là, tout le monde disait « mais c'est pas possible, vous avez un projet complètement coupé du terrain, ça marchera jamais, les gens vont pas oser danser dans la rue, ça sera pas possible ». Et là, je pense que c'était, je sais plus quelle compagnie, peut-être que c'était déjà Cafig, qui faisait un travail sur Bron, mais je suis pas sûre, je n'ai pas tout révisé. On est allés ensemble, justement sur les terrains de sport, voir les gamins qui jouent au foot. On a fait vraiment un travail de terrain pour expliquer le projet. Et du coup, ça a plutôt bien fonctionné. Peut-être que c'était pas la Maison de la Danse, parce que je crois qu'il y avait 350 participants, c'était les abonnés plus les jeunes du 8e. Mais là, ça avait fonctionné. Puis après, c'est devenu un des défilés à Bron. Le dernier qui a eu lieu avec Mourad Merzouki, il y avait 400 participants qui n'abandonnent pas la partie, quoi, et qui sont fidèles. Alors, au moment où ce projet est lancé, l'ambiance de la métropole, de la région et du lien entre le milieu culturel et toutes les pratiques sociales autodidactes, spontanées, qui ont été très présentes dans ce premier défilé, on était les acteurs, là où je travaillais à l'époque depuis 90, à Interservice Migrants Rhône-Alpes, donc on couvrait toute la région, mais c'est surtout, après on l'a appelé Images et Spectacles du Monde, parce qu'on avait un département culturel dans cette association rhône-alpine, qui existait aussi dans d'autres régions et qui était surtout repérée pour son travail sur la traduction et l'interprétariat. Et donc ça existe toujours, mais il n'y a plus de service culturel pour des raisons dont je passerai les détails. Et du coup, on faisait depuis même avant, 88, on éditait un guide biennal qui s'appelait Images et Spectacles du Monde. Et notre mission consistait à repérer dans toute la région les artistes immigrés qui développaient une pratique culturelle liée à leur pays d'origine, ou bien ce qu'on appelait les artistes issus des immigrations, qui étaient leurs enfants ou leurs petits-enfants, qui eux se sont investis dans le hip-hop de manière extrêmement importante. Et donc pratiquaient dès les années 90 déjà cette danse au pied des tours, sur des cartons, etc. Et sur les tours elles-mêmes quand ils faisaient du graffiti. Donc nous, on a poussé le repérage de ces artistes qu'on présentait dans le guide comme des grands artistes, spontanés, autodidactes. Et donc petit à petit, il y a eu un écho, y compris dans le domaine culturel, parce qu'on assortissait la sortie du guide avec un événement qu'on crée au Transborder souvent, qui présentait tous ces artistes et le monde culturel venait assister pour découvrir des nouvelles choses. Par ailleurs, je pense qu'à cette période, dans les années 90-2000, donc dans lequel se situe le défilé de la Biennale en 96, il y a eu aussi un événement très important, c'est la montée de la pratique du milieu hip-hop dans la danse, le graffiti, la musique. Et donc cette culture est tombée à point nommé et a nourri beaucoup au niveau artistique ce défilé, parce que justement tout le monde avait repéré la vitalité de ces jeunes danseurs qui avaient entre 15 et 20 ans, qui s'auto-organisaient. Et donc dans le service culturel que j'animais à ISM Rhône-Alpes, ça a permis justement, suite à des financements de la DRAC, de la région, du Fonds d'action sociale à l'époque, puis d'autres, des villes aussi qui étaient intéressées, de faire tout un travail de repérage et d'accompagnement de ces danseurs
pour les sortir de la rue et du carton au pied des tours, pour justement leur offrir une opportunité d'élargir leur zone de pratique, leur zone d'influence, et changer le regard social sur eux aussi, qui à l'époque, et comme toujours d'ailleurs, ça ne s'est pas beaucoup arrangé, discrimine énormément les jeunes issus des immigrations. C'est un peu la caïra, c'est des voleurs de sac à main, ils le disaient eux-mêmes. Et donc, le hip-hop a quand même, dans ce mouvement avec ses valeurs, apporté dans ce milieu quelque chose d'extraordinaire. C'est au lieu de gérer par la violence ses conflits et sa tension intérieure et sa rage, parce qu'ils avaient la rage, eh bien on se met en défi sur une pratique artistique où là on donne le meilleur de soi-même. Par contre, on se confronte à son proche qui est dans la même dynamique et qui s'expose aux yeux des autres dans un défi qui est « je veux être le meilleur et le meilleur et le meilleur ». Donc ça a été quand même quelque chose avec tout un discours justement autour de la tolérance. Et donc ces jeunes étaient très motivés justement pour donner à voir autre chose d'eux-mêmes que ce qu'on leur donnait comme image toute faite comme des jeunes braqueurs en gros. Et ça, ils le disaient beaucoup. Et donc, il y a eu une expérience dans laquelle la Maison de la Danse a été très engagée dès les années 90 et qui était financée par les partenaires institutionnels et publics. Donc, c'est le Danceville Danse. Le premier a lieu en 91 à la Maison de la Danse. Et donc, il y en a eu jusqu'à dans les années 2000. C'était les équipements culturels qui, lorsqu'ils étaient engagés et voulaient accueillir un événement, ce Danceville Danse regroupait tous ces jeunes artistes qui étaient en train de bricoler avec la scène, mais qui changeaient de posture. Ils sortaient du cercle dans leur quartier pour être face au public. Et donc, ils y ont vu là un signe d'accueil, une prise de risque. Et je crois que la région lyonnaise a été très dynamique et une des premières à faire ça, en même temps qu'à Paris, le Théâtre contemporain de la danse, et à Montpellier, Monsieur Montanari avec Montpellier Danse. Après, ça a généré plein de lieux multiples qui ont pris le relais. Mais du coup, le fait de se trouver sur scène avec toute leur maladresse, leurs difficultés, leur manière de se présenter, ça a donné lieu à des accompagnements et à des discussions qui les ont fait évoluer très vite. Et très vite aussi, la Villette a fait les rencontres de cultures urbaines. Et là, c'est toute la France qui débarquait. Et le public, c'était les jeunes danseurs, les jeunes graffeurs, les jeunes hip-hoppers. Et donc, c'était un public... le football, c'est rien à côté. Donc, on avait tous la trouille parce que les salles ne sont pas faites pour accueillir un tel enthousiasme. Mais néanmoins, tout le monde a assumé. Et tout s'est passé au mieux, même s'il y a eu des moments un peu tendus, comme on peut l'imaginer. Et donc, Guy Darmet, avec Michel Luquet, la secrétaire générale de la Maison de la Danse, ont été d'une patience, d'un intérêt, se sont déplacés tout le temps pour voir ces groupes. Et nous, à ISM, on était un peu des interlocuteurs naturels, puisqu'on était en lien avec eux à cause du guide. Donc, on a pu être, disons, ce partenaire privilégié qui avons su les faire se rencontrer, discuter. Et la Maison de la Danse a permis, comme un écrin, d'accueillir toute cette jeunesse avec sa volonté de donner à voir autre chose d'eux-mêmes, quoi. Donc il y a eu ça. Et en plus, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était le début, dans la politique de la ville, tous les projets de développement social des quartiers qui changeaient de nom tous les 2 ou 3 ans. Dans les années 90, il y a eu une volonté de rapprocher le ministère de la Culture avec la politique de la ville pour que justement tout ce qui est artistique soit pris en compte dans les démarches de ces jeunes pour lequel on pensait que c'était une insertion possible, ou en tout cas une reconnaissance. Et donc ça aussi, ça a été un moment majeur, parce que ça a déclenché des financements particuliers, et notamment à ISM, on a été une des premières structures financées par le ministère de la Culture, et c'était Patrice Béguin qui a été élu à la ville de Lyon après, pour pouvoir justement agir et conforter notre travail de repérage, de rencontre. Et donc ça a été important. Et ce qu'il y a eu aussi, peut-être dans le paysage lyonnais, c'est qu'il y avait les émeutes dans les banlieues dans les années 80. La dernière à Vaux-en-Velin en 90 avait été très importante. Donc il y avait cette crainte de la banlieue et du centre-ville de voir ces jeunes débarquer avec le métro et tout casser. Donc ça, c'était un élément majeur aussi pour déclencher quelque chose d'autre, pour déplacer les regards, les pratiques et les attitudes. Et du coup, les financements qui sont arrivés à ce moment-là ont contribué aussi à cette possibilité. Et d'autre part, la dernière chose, c'est peut-être que Guy Darmet était allé au Carnaval de Rio. Et donc, quand il est revenu, je crois qu'il est allé au Carnaval de Nice. Donc, il était passionné par le Brésil. Il l'est toujours autant, puisqu'il y habite une grande partie de son temps. Et donc, il y a Mourad Merzouki qui avait été invité par le Carnaval de Nice à faire un char. Et il avait vu la capacité de Mourad à être présent dans ce genre d'événement. Et du coup, après, il a voulu monter quelque chose de semblable à Lyon. Et c'est ce qui a donné lieu à ce défilé de 96. Alors, le lien entre les pratiques sociales et la démarche artistique a été toujours au cœur des discussions, notamment avec les artistes du hip-hop,
qui étaient dits émergents. C'est vrai qu'ils émergeaient, mais bon, c'était le moment de bousculer les choses. Ce qu'ils n'aimaient pas dès le début, c'est qu'on les prenne pour des intervenants sociaux dans la MJC pour calmer les plus jeunes de 12-13 ans et qu'au moins autour de ce qu'ils aimaient, ils pouvaient apaiser quelque chose. Donc ils se sentaient un peu la voiture balai et donc ils avaient vraiment une volonté d'apparaître sur le terrain artistique parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans une forme de création. Ils ne le disaient pas comme ça, mais il y avait vraiment ce souhait-là. Et donc les institutions, il y avait quand même une crainte, une réserve, parce qu'ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner, à part les personnalités qui sont des complices, c'est Philippe Delpy, c'est Benoît Guillemont de la DRAC, enfin, il y a quelques personnalités, certains directeurs d'équipement, puis Guy Darmet de la Maison de la Danse, avaient envie d'y aller, parce que je crois que ça révolutionnait tout le monde, et quitte à prendre des risques, là où on est dans une position de pouvoir, on peut les prendre les risques. C'est pas tout le monde qui l'a fait, mais là quand même, je trouvais que c'était un beau geste, et qu'ils ont pu le faire. Mais par exemple, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec les gens de la DRAC, c'est qu'ils ne voulaient pas appeler ça culture hip-hop, mais cultures urbaines. Et c'était une manière, je dirais, de blanchir la culture. Moi, j'étais un peu en réaction, parce qu'à l'époque, j'étais assez réactive. Je voulais maintenir à tout prix le titre du hip-hop, qui était la source de cette culture, et qui était porteuse de valeurs positives, et que j'avais envie de la défendre. Et que je disais que ce n'était pas qu'une culture de la télé, où on reproduit Sidney qui avait fait l'émission HOP en 84, où les gamins reproduisaient, grâce à la télé, tout ce qu'ils voyaient. Et c'est une forme de pratique populaire de reprendre des gestes ou des sons ou des voix pour les conteurs de leur grand-mère et de leurs proches. Et je crois que la télé jouait ce rôle-là de transmission immédiate, spontanée et très fascinante pour eux. Et donc, j'étais pas dans la majorité à défendre cette idée, parce que tout le monde voulait quand même, la majorité, les tirer vers autre chose pour qu'ils évoluent de manière telle qu'ils se la représentaient, soit en faisant le lien avec la danse contemporaine, etc. Et on était quelques-uns à défendre leur culture et la base de leur culture pour dire ça va évoluer, ça va changer, mais c'est eux qui feront le changement tel qu'ils ont envie. L'ouverture que les institutions ont opérée à ce moment-là, avec tout le contexte que je signalais avant, a été très bienvenue, surtout en Rhône-Alpes ou dans les régions, parce qu'à Paris, par exemple, le mouvement hip-hop avec NTM, Actuelle Force, ils avaient une dizaine d'années de plus que, par exemple, ceux de Lyon, ils avaient plus d'expérience sur leur quartier. Ils disaient qu'on était récupérés et qu'on voulait leur voler leur danse. Enfin, il y avait quelque chose de très méfiant, ce qui n'a pas eu lieu du tout en Rhône-Alpes. J'ai pas l'impression, à part quelques personnes peut-être, parce qu'il y avait un vrai travail avec les équipements de proximité, en tout cas dans les quartiers où ces danseurs avaient un groupe qui existait, ou bien au pied des tours, ils rêvaient quand même d'être vus et reconnus. Ils voulaient à tout prix qu'on les voie faire ce qu'ils faisaient, parce que c'était vraiment des performances, parce qu'ils s'entraînaient beaucoup au pied des boîtes aux lettres et tout. Et du coup, je crois qu'ils voyaient ça de manière positive, parce que, tout en étant méfiants, parce que c'était quand même complexe la relation, mais c'est parce que ça leur donnait une ouverture pour sortir de leur quartier. Et je crois qu'ils en avaient très envie. Et en même temps, il y avait cette exigence qu'un cadre de qualité, à l'abri du vent et de la pluie et des intempéries, leur offrait pour justement pouvoir développer quelque chose, parce qu'ils voulaient toujours avancer. Ils avaient envie d'avancer. La notion de défi dans le hip-hop, et je crois que pour le premier défilé de la Biennale, ça a été un défi pour tout le monde, c'est quelque chose qui évoque une prise de risque, mais on veut la prendre sous le regard des autres et pas entre nous. Et j'avais l'impression que ça, c'était très présent. Alors, la prise de contact pour monter les groupes du défilé et mettre en route ce chantier, on a été associés assez tôt par Guy Darmet et Michel Duquesne, secrétaire général, parce qu'on avait cette expérience de Danseville Danse où on était des acteurs complices majeurs, parce que justement on connaissait tous ces jeunes. On avait une familiarité avec eux, on avait fait des choses avec eux, on les accueillait à notre bureau aussi pour faire des pressbooks, parce qu'à l'époque Internet n'existait pas, donc ils n'avaient pas d'outils. Ceux qui commençaient à avoir des contrats que nous on leur trouvait, parce qu'on avait un réseau grâce à ce guide qui était sorti tous les 2 ans, on avait une confiance et un lien avec eux, parce qu'on respectait aussi leur identité, leur vie artistique, et qu'on disait qu'ils étaient plutôt très bien. Donc ça les renforçait un peu dans leur volonté, parce que dans le milieu culturel, globalement, on trouvait que c'était un peu de la culture télé et pas toujours de bonne qualité, ce qui était vrai. Mais comme il y a eu les injonctions de la politique de la ville et du ministère de la Culture, et une volonté et une pression très grande sur les équipements qui s'est mis en place à ce moment-là, pour que justement les équipements qui ont des budgets importants
développent des pratiques de lien avec les quartiers périphériques, ça a donné lieu à des tas de possibilités. Et nous, on a eu cette aisance de faire rentrer en contact ces groupes et ces danseurs, surtout les danseurs, avec la Maison de la Danse. Et eux avaient déjà ce contact aussi depuis les années 2000, puisqu'il y avait eu les Danseville Danse. Donc il y avait déjà une confiance et une histoire partagée entre la Biennale et eux. Alors tout le système D qui s'est mis en place, c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est comment aller chercher les jeunes qui veulent danser, mais qui ne sont pas dans la danse au pied des tours. Là, il y en avait déjà beaucoup, mais on contactait d'autres. On allait sur un terrain de sport, il y avait des jeunes footballeurs, on allait voir les gens sur le marché ou autre, et ça on le faisait avec l'équipe ou le chorégraphe qui nous aidait, et on donnait un coup de main là-dessus parce que ça c'était assez marrant à faire. Et puis ce qui a été intéressant sur le système D, c'est tous les lieux de répétition, et pour la construction des chars, là ça a été une galère énorme, mais ça a obligé les villes, les communes à trouver des lieux qui n'étaient pas utilisés ou sous-utilisés, à les mettre à disposition. Et je crois que ça a été l'amorce petit à petit, parce que la ville de Lyon, après, s'est engagée là-dessus, avec notamment Marc Villiers-Rubéas, qui était très actif au milieu de tout ça, puisqu'il travaillait pour la ville, de la mise en place des friches. Donc ça a été un peu la naissance de cette histoire, où chaque bâtiment inoccupé, ou bien des gymnases pendant la vie scolaire étaient occupés, mais les soirs ne l'étaient pas, pendant l'été non plus. Donc ça a réorganisé aussi complètement une forme de gestion de l'espace appartenant aux communes notamment, pour le mettre à disposition des artistes. Et c'était notamment les bâtiments de la SNCF à Oulin, c'était génial parce que là, il y avait des banquets avec les gens en insertion, il y avait des moments de rencontre dans ce lieu magique, et il y en a eu d'autres ensuite, et ça c'était vraiment intéressant, et je crois que le système D, il a beaucoup joué là-dessus. Après, peut-être le système D, c'est sur les couturières et la recherche du tissu, parce qu'il y avait un budget, mais en même temps, faire 300 costumes, il y a eu quand même, ce que je n'ai pas signalé encore, c'est tout le lien avec les pratiques d'insertion et les dispositifs qui existaient avec des vrais moyens, je crois que maintenant il n'y en a plus beaucoup, qui permettaient d'accueillir une dizaine de personnes, notamment des femmes des quartiers qui ne voulaient pas qu'on les voie sur le défilé, pour justement faire les costumes et les préparer, faire l'essayage. Et donc elles étaient impliquées dans quelque chose d'extrêmement important avec leurs gestes qu'elles savaient faire, mais aussi avec un programme d'insertion qui les rémunérait en partie. Et ça a été aussi un système D dans lequel le ministère du Travail sur Rhône-Alpes a beaucoup joué un rôle, parce qu'il y avait aussi une personne étonnante qui s'est remontée les manches. Tout a pu se produire parce qu'il y a eu des personnalités convaincues du projet et qui ont envie d'y ajouter leur pierre, en inventant aussi des situations nouvelles. Alors avec tout ce système de débrouille, l'état d'esprit, il était là grâce au milieu hip-hop. Enfin, moi je trouve que ça a apporté ce défilé, avec l'ambiance de la samba et du carnaval, avec les participants qui venaient de Rio, entre les femmes très dénudées, plus les gamins qui voulaient jamais quitter leurs chaussures. Il y avait quelque chose déjà dans une contradiction énorme, mais ça a pu s'embarquer par le côté carnavalesque, et que tout le monde était dans une joie immense et voulait donner le meilleur de lui-même. Et je pense que les danseurs hip-hop avaient cette rage. Et ils ont amené beaucoup de jeunes avec eux. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'époque où c'était très vivant, cette culture de la danse. Elle l'est toujours, mais pas de la même manière. Et la rage des quartiers d'être en centre-ville et d'exister, alors que tout le monde avait peur que les magasins soient tous esquintés, pétés, il ne s'est rien passé de grave. Et alors là, on était sur le grill en même temps, les uns et les autres, parce qu'il y avait quand même une prise de risque et un défi au niveau de chacun, qui n'était pas le même, mais qui était quand même un enjeu majeur pour ne pas se mettre en difficulté et aggraver la situation du lien avec les quartiers, qui aurait pu basculer sur un incident ou un accident important. Donc on était tous très attentifs en espérant que ça réussisse, mais il y avait l'équipe de la Biennale de la Danse avec Xavier Fellu et Stéphanie Claudin, je crois qu'elle était déjà là, oui, qui était très présent. On avait vu pas mal de répétitions avant, on allait dans les quartiers, moi j'en ai fait beaucoup. Les gens travaillaient énormément. Et je trouve qu'il y a eu ce souci de donner le meilleur et d'être parfait, parce qu'il y avait un enjeu immense pour cette première fois, et que ça, l'investissement et l'énergie qu'il y avait, et puis la beauté du travail, parce que tout le monde avait fait au mieux, et moi j'étais quand même très impressionnée par ce que ça avait produit. Et puis ce défi que tout le monde se donnait d'être présent, sachant qu'il y avait quand même 1,4 km
à tenir en dansant, en bougeant, en ayant la musique. Et ça, jamais personne ne l'avait fait. C'était vraiment une première fois. Et je crois que personne réalisait vraiment ce qu'il attendait, mais ils étaient très, très bouillants. Alors là, on est sur le balcon de la FNAC, rue de la République, à 2 doigts de la place Bellecour, qui est un lieu central de la ville, parce que les gens se promènent l'après-midi, il y a les magasins, c'est le centre-ville de l'agglomération, quoi. Et donc, le pari du défilé, c'était aussi de faire rencontrer le centre-ville et les gens des quartiers et des banlieues environnantes, et même de Rhône-Alpes, parce qu'après ça s'est énormément développé, autour d'un lieu central, symbolique, d'un espace public qui appartient à tout le monde et qui n'est pas excluant. Donc ça, c'était important. Et puis, j'ai été sollicitée, je crois la veille ou l'avant-veille, peut-être une semaine avant, mais très peu, par Guy Dermet, qui m'a demandé, parce qu'il y avait TLM, la télévision lyonnaise locale, qui faisait son premier direct sur le défilé, parce qu'ils avaient vu que ça serait un enjeu majeur. Donc ils débutaient, je crois, dans le direct avec plusieurs caméras dans le site où se déroulait le défilé. Et donc il fallait quelqu'un qui fasse le commentaire. Donc quand on m'a dit ça, j'ai dit mais moi je sais pas trop faire, j'ai jamais fait ça. Bon, après il m'a dit il y a personne d'autre. Alors j'ai dit je vais y aller, ça m'a fait mon défi à moi puisque tout le monde en avait. Et donc j'étais sur ce balcon parce que j'avais une vue du défilé absolument merveilleuse parce que j'avais un surplomb et je voyais l'effervescence et la folie furieuse des danseurs et des gens qui se mélangeaient parce qu'il n'y avait pas les barrières municipales comme il y a maintenant, parce que ça n'avait pas été prévu dans un tel déferlement, je pense. Et du coup, mais c'était fantastique. C'est le plus grand moment de ma vie au niveau professionnel et personnel que j'ai vécu. Puis surtout me savoir vu, parce que ça a été très regardé par des milliers de gens sur la télé, parce qu'il y avait trop de monde ici. Ils rentraient chez eux. Et donc, j'étais interviewée, je m'étais fait des listes, parce que je connaissais beaucoup des danseurs, mais pas les musiciens, pas les costumiers. Donc j'essayais de penser à tout le monde, mais je ne suis pas vraiment arrivée. Mais j'ai pu raconter des choses, visiblement, qui ont l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Et donc, il y avait un journaliste qui s'appelait Montgolfier, je ne sais plus son prénom. Il me disait alors Gilberte, alors là c'est quel groupe alors Gilberte? Et pendant, je sais pas, un mois derrière, dans la rue, on m'appelait alors Gilberte. Parce que les gens avaient vu la télé, c'était assez rigolo. Mais c'est vrai que j'avais un trac fou, parce que je ne me rendais pas compte. En plus, il y avait eu un écran de télé là dans le coin, où on me retransmettait les images de ce que filmaient les différentes caméras et qui étaient montées au fur et à mesure, mais on voyait rien parce qu'il y avait du soleil dedans. Donc moi, je me penchais pour voir qui passait. Donc je me disais, je suis pas raccord, ça va pas fonctionner. Mais visiblement, ça avait l'air d'avoir fonctionné. Et donc, je suis ravie de faire cette interview ici parce que ça me fait revenir 26 ans ou 25 ans en arrière et que c'était un moment très, très important, très risqué et que j'ai aimé faire, quoi. Alors, je redescends du balcon, je redescends avec moins de stress et apaisé quand même, parce qu'en disant ouf, c'est fini. Et donc, il y a eu un village qui a été installé pour donner des sandwichs et de l'eau aux personnes et qui s'alimentent. Et donc là, c'était l'effervescence absolue. Il y en a qui continuaient à danser, ils ne pouvaient pas s'arrêter tellement ils étaient remontés comme une petite machine. Et donc, on avait passé un partenariat avec Accor, je crois, qui avait offert les sandwichs. Donc, c'était des gens avec qui on avait déjà fait des rencontres sur les bords d'autoroute avec les danseurs hip-hop. Donc, ils étaient passionnés par toute cette histoire du hip-hop. Donc, ils étaient associés. Il y a eu des patineurs aussi qui distribuaient de l'eau parce qu'il avait fait très, très chaud. Et donc, c'était étonnant parce qu'on ne s'entendait pas une température comme ça. Donc, les gens étaient épuisés. Mais il y avait une ambiance très chaleureuse et vraiment le sens d'avoir réussi quelque chose. D'autant plus qu'avaient été installés sur la place Bellecour des gradins. Et donc, avec 1000 places, je crois, qui permettaient au défilé à la fin de bien être vu par des personnes assises et pas qui se bousculaient sur les bords. Et donc ça faisait monter la pression aussi autour de cette fin de défilé où les gens épuisés donnaient le meilleur d'eux-mêmes. On avait envie que ça recommence. Que ça perdure ou non, moi j'étais pas très bien placée pour le savoir. Mais c'est vrai que tous les acteurs institutionnels avaient été très positifs pour ce premier défilé et une telle réussite, il y avait de fortes chances que ça continue, vu les acteurs qui étaient présents, les danseurs et tout ça. Donc ça préfigurait une suite. On était tellement heureux que ça s'arrête et que ce soit fini, que tout le monde soit ravi de ce qui s'était passé et vraiment dans cette énergie volcanique parce que ça avait été super génial. Donc ça préfigurait une suite. On ne savait peut-être pas laquelle et tout, mais effectivement, ça dessinait quelque chose qui devait durer ou se reproduire au moins une fois.
la place du défilé dans l'identité locale, je pense que ça, c'est ce que dit Philippe Dujardin, c'est devenu un rituel. Il y a une forme de sacralisation auquel tout le monde est attaché. En même temps, je ne sais plus trop. Moi, j'assiste à tous les défilés depuis qu'ils existent. Je trouve que le public a beaucoup changé. Il y a beaucoup moins de jeunes qu'au début. Ça s'est féminisé énormément. Le public qui est touché, c'est plus ces jeunes éloignés de la culture auxquels on pensait au départ et qui étaient très présents grâce à toute cette énergie du hip-hop. Néanmoins, ces participants et ces participantes sont peut-être des gens aussi éloignés de la culture. C'est-à-dire qu'aussi, on a une image jeune de banlieue catégorisée grâce à la politique de la ville, moi que j'avais un peu en tête avec tous les clichés que j'ai y compris moi-même. Ça présente certainement un intérêt pour les participants et le public parce qu'il est toujours là. Ce que je trouve, il y a une qualité énorme qui s'est maintenue, ce niveau d'exigence. Je pense que ça sort des pratiques habituelles des femmes qui sont dans le défilé, des cours de danse qu'on fait pour se maintenir. Et du coup, on va au groupe, on y va une fois par semaine, on est content. Là, il y a quelque chose qui fédère les gens autour d'un vrai projet artistique, d'un donner à voir qui est quand même d'une grande exigence avec un public. Et que ça, c'est précieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer et que tant qu'à faire, il faut que ça dure. Mais il faut peut-être retrouver une nouvelle forme parce que pendant tous les autres défilés, les autres années, il y a eu des recherches pour sortir de la rue de la République, mais qui est magique parce qu'il y a l'écho des murs. Il y avait eu un défilé qui était sur les quais du Rhône. Il y avait les arbres, ça perdait de sa force parce qu'il y avait quelque chose de perdu dans le son notamment. Un des autres défilés qui a eu lieu après les attentats, c'était au stade de Gerland, qui est petit, maintenant il y a un grand stade. Moi, j'aime pas les stades parce que ça m'évoque la répression en Amérique latine. Mais néanmoins, pour avoir été assise et voir tout le défilé se dérouler et les groupes se voir les uns les autres, et puis justement avoir une position un peu de surplomb comme j'avais ici, ça donne vraiment la dimension de tout l'investissement d'une année de travail, à la fois des participants et des artistes. Et que du coup, il y aurait quelque chose à retrouver peut-être sur quelque chose qui mutualise, mais c'est vrai que l'importance du nombre du public, c'est pas rien. C'est pas parce que c'est à la télé, c'est vrai qu'après tous les autres défilés ont été filmés, notamment par Charles Pic qui a fait un travail extraordinaire, mais c'est pas pareil de le regarder à la télé que d'être dans du vivant, du live, et que là, il y a quelque chose à réfléchir. Moi, je suis un peu en dehors, donc je vois ça maintenant comme avec une certaine habitude. Donc j'ai des jugements un peu aléatoires suivant les groupes. Mais que ce que je trouve dommage, quand on est dans la rue, on voit passer qu'un instant du travail et que ça donne, et que le côté effervescent du premier défilé, il est un peu retombé. Parce que les gens sont contents, mais ils regardent passer, quoi. Ils regardaient passer ça, et pas les trains, mais c'est quand même moins joyeux. Donc il y a quelque chose qui manque de l'effervescence de la première fois, que je trouve un petit peu absent, trop absent, parce que ça devient un spectacle comme un autre, de mon point de vue. Mais par contre, l'histoire de ce défilé et sa vitalité, et ce que ça continue à faire vivre chez les gens qui s'organisent, et notamment il y a certains groupes qui sont très liés au public des quartiers et de l'immigration, et notamment Kadia Faro qui fait ce travail merveilleux, et d'autres, mais qui sont quand même plus envahis par un public de femmes, et qui fait que quand il y a un nombre majeur de femmes, les gamins viennent plus, et les ados, ils viennent surtout pas là où il y a l'idée qu'ils ont de leur mère, quoi. Donc c'est ça qui a un peu bougé, mais c'est peut-être pas négatif non plus. Et si ça marche, on refait pas quelque chose comme ça de manière spontanée. C'est vraiment tout le fruit d'une histoire, et ça, c'est précieux, moi, je trouve. Ah, je vais lire une phrase. Alors, dans le livre sur le défilé de la Biennale qui est sorti quand la ville danse, il y a une phrase que j'ai regardée ce matin avant de venir, j'ai un peu révisé. Il y a un jeune qui dit « Si on dort, la ville dort ». Voilà, j'ai envie de dire ça. La patate, parce qu'il faut la patate pour faire le défilé. Et beaucoup d'énergie, et pas craindre le regard du public. Et ça demande beaucoup de courage.